Les sacrifices vivants, la cruauté, rituellement de Clovis Ier, enterré vivant avec son roi pour honorer les dieux, un rituel barbare qui hante l'histoire des Francs. Clovis, premier roi des Francs, au vieux siècle unifiqua les tribus sous une bannière chrétienne, mais son règne fut marqué par des pratiques païennes cruelles, dont le sacrifice humain de serviteurs pour accompagner les morts royaux. Cette saga explore les facettes les plus sombres et méconnues de sa vie, des rituels macabres aux intrigues de pouvoir, mêlant foi naissante et brutalité. Basée sur des sources comme Grégoire de Tours et des analyses modernes, l'histoire de Clovis Ier révèle un roi à la fois visionnaire et impitoyable, dont les actes choquants façonnèrent l'Europe médiévale. Si vous pensiez que Clovis n'était qu'un roi chrétien, découvrez les secrets terrifiants de son règne. Cliquez sur « J'aime, abonnez-vous » et laissez un commentaire pour partager cette histoire glaçante. Le roi barbare, les origines cruelles de Clovis Ier, enterré vivant pour servir son roi dans l'au-delà. Découvrez les rituels macabres de Clovis Ier, le roi des Francs qui bâtit un empire dans le sang. Cliquez sur « J'aime, abonnez-vous » et laissez un commentaire pour partager ce récit terrifiant. Dans les brumes du vieux siècle, Clovis Ier né vers 466, après J. Mouès, émergea comme le chef des Francs saliens, une tribu germanique installée dans l'actuelle Belgique. Selon Grégoire de Tours, dans Histoire des Francs, Clovis, dès son adolescence, montra une ambition dévorante, mêlée d'une cruauté héritée des traditions païennes. Élevé dans un monde où les dieux exigeaient des sacrifices, il participa à des rituels où des serviteurs étaient parfois enterrés vivants avec leurs chefs pour les accompagner dans l'au-delà. Ces pratiques décrites comme des offrandes aux divinités païennes marquèrent les débuts de son règne. Imaginez être un jeune guerrier franc assistant à un tel rituel, entendant les cris étouffés d'un serviteur jeté dans une tombe. Vers 486, à l'âge de 20 ans, Clovis lança sa première grande campagne contre Syagrius, le dernier gouverneur romain de Gaule. Selon Grégoire, il n'hésitait pas à utiliser la violence pour soumettre ses ennemis, massacrant des villages entiers pour asseoir son autorité. Les fouilles archéologiques, comme celle de Tournai, révèlent des tombes franques contenant des squelettes de serviteurs, suggérant que les sacrifices humains étaient pratiqués sous son règne. Les psychologues modernes pourraient analyser cette brutalité comme une stratégie de domination, où Clovis utilisait la peur pour unifier des tribus divisées. Imaginez être un paysan gaulois, voyant les guerriers de Clovis approcher, sachant que la désobéissance signifiait la mort. Ces rituels, païens, bien que choquants, étaient enracinés dans la culture franque, selon Norman Davies dans Europe. A History, les Francs croyaient que les serviteurs, sacrifiés, servaient leur maître dans l'au-delà, une pratique héritée des traditions germaniques. Une anecdote raconte qu'un fidèle de Clovis, refusant d'être enterré vivant, tenta de fuir, mais fut exécuté par les prêtres païens. Les historiens notent que Clovis, bien que cruel, était aussi un stratège utilisant ces rituels pour renforcer sa légitimité auprès des chefs tribaux. Les psychologues pourraient y voir une manipulation psychologique où la cruauté devenait un symbole de pouvoir. Imaginez être ce serviteur face à une tombe ouverte, conscient que votre mort est un honneur pour votre roi. Mais Clovis n'était pas qu'un barbare. Selon Grégoire, il commença à s'intéresser au christianisme influencé par sa femme Clotilde, une princesse burgonde. Cette transition, bien que progressive, marqua un tournant, mais ne mit pas fin aux pratiques cruelles. Les sacrifices humains, bien que moins fréquents, persistèrent dans certaines régions sous son contrôle. Si ces débuts semblent déjà effrayants,
Ce qui suit est encore plus troublant. La prochaine partie explorera comment Clovis utilisa ces rituels pour consolider son pouvoir. Mais ce n'est pas fini. L'histoire devient encore plus sinistre. Les sacrifices pour le pouvoir. La cruauté stratégique de Clovis. Si les origines de Clovis Ier révélèrent un roi ancré dans la brutalité païenne, son utilisation des sacrifices humains comme outil politique démontra une cruauté calculée pour unifier les Francs. Les rituels où des serviteurs étaient enterrés vivants avec leur chef, bien que macabre, servaient à renforcer son autorité dans un monde tribal chaotique. Cette partie explore comment Clovis transforma ses pratiques barbares en un instrument de pouvoir mêlant terreur et stratégie pour bâtir un empire. Dans une Gaule déchirée par les rivalités, Clovis devint un maître de la manipulation, mais à un coût humain terrifiant. Si vous pensiez que ses débuts étaient brutaux, attendez de découvrir comment Clovis utilisa la mort pour régner. Dans les années 490, Clovis, alors dans la vingtaine, consolidait son pouvoir sur les tribus franques. Selon Grégoire de Tours, dans l'Histoire des Francs, il ordonnait des sacrifices humains lors des funérailles de chefs alliés, croyant que ces actes renforçaient la loyauté des survivants. Les fouilles archéologiques, comme celle de Childéric, père de Clovis, à Tournai, ont révélé des tombes contenant des restes de serviteurs, parfois avec des signes de lutte, suggérant qu'ils étaient enterrés vivants. Les psychologues modernes pourraient voir dans ces actes une forme de manipulation psychologique où Clovis utilisait la peur pour souder ses alliances. Imaginez être un chef tribal, assistant à un tel rituel conscient que la désobéissance pourrait vous coûter la vie. Ces sacrifices n'étaient pas seulement spirituels. Selon Norman Davies, dans Europe History, Clovis exploitait les croyances païennes pour intimider ses rivaux montrant sa puissance par des actes de cruauté publique. Une anecdote raconte qu'un serviteur choisi pour être sacrifié supplia Clovis de l'épargner, mais le roi refusa, déclarant que les dieux exigeaient son sang. Les historiens notent que ces rituels, bien que rares à l'échelle de son règne, étaient stratégiques, renforçant l'image d'un roi invincible. Les psychologues pourraient analyser cette cruauté comme une projection de pouvoir dans une société où la violence était une monnaie d'échange. Imaginez être ce serviteur, implorant, grâce face à un roi, dont les yeux froids ne trahissent aucune pitié. L'influence de Clotilde, son épouse chrétienne, commença à tempérer ses pratiques. Selon Grégoire, elle l'encourageait à abandonner les rituels païens, mais Clovis, pragmatique, les maintenait dans certaines régions pour ne pas aliéner ses alliés. Les sacrifices humains devinrent un outil diplomatique utilisé lors des funérailles de chefs pour sceller des alliances. Les médecins modernes estiment que les victimes, souvent jeunes et en bonne santé, mouraient d'asphyxie ou de terreur, un sort qui horrifie aujourd'hui. Imaginez être un prêtre païen, préparant un serviteur pour le sacrifice troublé par ses cris, mais fidèle à Clovis. Ces pratiques renforcèrent le pouvoir de Clovis, mais elles attirèrent aussi des critiques. Selon Davies, certains chefs tribaux influencés par le christianisme voyaient ces rituels comme barbares. Clovis, conscient des tensions, commença à se tourner vers le christianisme pour légitimer son règne. Si cette cruauté stratégique semble déjà effroyable, ce qui suit est encore plus dramatique. La prochaine partie explorera la conversion de Clovis et ses tensions avec les anciennes traditions. Mais ce n'est pas fini, l'histoire devient encore plus complexe, la conversion sanglante. Clovis et le christianisme. Si les sacrifices humains consolidèrent le pouvoir de Clovis Ier,
Sa conversion au christianisme vers 496 marqua un tournant, mais ne mit pas fin à sa brutalité. Influencé par sa femme, Clotilde de Clovis embrassa la foi chrétienne pour unifier son royaume tout en maintenant des pratiques païennes, comme les enterrements vivants dans certaines régions. Cette partie explore comment sa conversion, loin d'être un acte de piété pure, fut une stratégie politique, mêlée de violence, où les rituels macabres coexistaient avec les messes chrétiennes. Dans une Gaule en mutation, Clovis devint un roi à la croisée des mondes, à la fois sacré et cruel. Si vous pensiez que ces sacrifices étaient choquants, attendez de découvrir comment Clovis mêla foi et terreur. Vers 496, après la bataille de Tolbiac-Clovis, alors âgé d'environ 30 ans, se convertit au christianisme selon Grégoire de Tours dans Histoire des Francs. Ce baptême célébré à Reims fut un moment clé, mais les fouilles archéologiques suggèrent que les pratiques païennes, comme les sacrifices humains, persistaient dans certaines tribus franques sous son contrôle. Clovis utilisait le christianisme pour gagner l'appui de l'Église et des élites gallo-romaines, mais il tolérait les rituels barbares pour ne pas aliéner ses guerriers païens. Les psychologues modernes pourraient voir dans cette dualité une forme de pragmatisme cynique où Clovis manipulait les croyances pour asseoir son pouvoir. Imaginait être un évêque assistant au baptême de Clovis, conscient que ses guerriers continuent d'enterrer des vivants. Les sacrifices humains devinrent moins fréquents, mais pas inexistants, selon Norman Davies dans Europe. A History Clovis ordonna des enterrements vivants lors des funérailles de chefs mineurs pour apaiser les dieux païens tout en assistant à des messes chrétiennes. Une anecdote raconte qu'un jeune serviteur destiné à être sacrifié fut épargné après avoir invoqué le Christ, un signe que Clovis commençait à intégrer la clémence chrétienne. Les historiens notent que cette transition reflétait les tensions d'une société en pleine christianisation. Les médecins modernes estiment que les victimes de ces sacrifices mouraient dans une terreur extrême, un fait qui contraste avec l'image pieuse de Clovis. Imaginez être ce serviteur priant pour votre vie face à un roi partagé entre deux mondes. Cette conversion renforça son pouvoir. Selon Grégoire, Clovis utilisa sa nouvelle foi pour justifier ses conquêtes, massacrant les ennemis au nom de Dieu. Les rituels païens, bien que rares, servaient à maintenir la loyauté des tribus non converties. Les psychologues pourraient analyser cette stratégie comme une manipulation des symboles religieux où Clovis jouait sur la peur et la foi pour régner. Les évêques, bien que critiques des sacrifices, voyaient en lui un allié pour christianiser la Gaule. Imaginez être un prêtre chrétien, prêchant aux côtés de Clovis, troublé par les échos de tombes vivantes dans son royaume. Mais cette dualité attira des tensions. Selon Davies, certains chefs païens résistèrent à sa conversion, tandis que l'Église s'inquiétait de ses pratiques cruelles. Clovis, habile, navigua entre ces mondes, mais son règne restait marqué par la violence. Si cette conversion semble déjà complexe, ce qui suit est encore plus troublant. La prochaine partie explorera les intrigues familiales de Clovis et ses trahisons. Mais ce n'est pas fini, l'histoire devient encore plus ténébreuse, les intrigues familiales, la trahison de Clovis. Si la conversion de Clovis Ier au christianisme marqua son règne, ces intrigues familiales révélèrent une cruauté froide, où même ses proches n'étaient pas à l'abri de sa soif de pouvoir. Les sacrifices humains, bien que moins fréquents, après sa conversion, persistaient dans l'ombre, tandis que Clovis éliminait ses rivaux, y compris des membres de sa famille, pour consolider son trône. Cette partie explore comment Clovis utilisa la trahison et la violence
pour éliminer les menaces, mêlant rituels barbares et stratégie politique dans une Gaule instable. Dans un royaume où la loyauté était fragile, Clovis devint un maître de la manipulation, mais à un coût humain dévastateur. Si vous pensiez que sa conversion était complexe, attendez de découvrir comment Clovis trahit sa propre famille. Dans les années 500, Clovis, alors dans la trentaine, dominait une grande partie de la Gaule. Selon Grégoire de Tours, dans Histoire des Francs, il entreprit d'éliminer les autres chefs francs pour centraliser son pouvoir. Parmi ses cibles figuraient ses cousins, comme Ragnacaestir, roi de Cambrai, qu'il fit exécuter après l'avoir invité à un banquet. Les fouilles archéologiques suggèrent que certains de ces chefs furent honorés par des sacrifices humains lors de leurs funérailles, une pratique que Clovis tolérait pour apaiser leurs partisans. Les psychologues modernes pourraient analyser cette cruauté comme une forme de sociopathie, où Clovis sacrifiait tout pour son ambition. Imaginez être un cousin de Clovis, convié à ce banquet ignorant que la mort vous attend. Ces trahisons s'étendirent à sa famille proche. Selon Grégoire Clovis, manipula ses proches pour éliminer tout rival potentiel, utilisant des promesses de paix avant de frapper. Une anecdote raconte qu'il ordonna l'exécution d'un neveu, craignant qu'il ne revendique le trône, tout en pleurant publiquement sa mort pour gagner la sympathie. Les historiens comme Norman Davies notent que ces actes reflétaient une réelle politique brutale, où la famille était un obstacle comme un autre. Les sacrifices humains, bien que rares à ce stade, persistaient dans certaines régions reculées, rappelant le passé païen de Clovis. Imaginez être un serviteur, assistant à l'exécution d'un prince terrifié par la froideur du roi. Les rituels macabres servaient aussi à intimider. Selon Davies, Clovis autorisait des enterrements vivants lors des funérailles de chefs mineurs pour montrer sa puissance, même après sa conversion. Les médecins modernes estiment que ces victimes mouraient dans une angoisse extrême, souvent asphyxiées dans des tombes étroites. Les psychologues pourraient y voir une manipulation psychologique où Clovis utilisait la peur pour contrôler ses sujets. L'Église, bien que favorable à Clovis, commençait à critiquer ses pratiques, poussant le roi à les dissimuler. Imaginez être un prêtre prêchant la clémence chrétienne, tout en entendant des rumeurs de tombes vivantes. Ces intrigues renforcèrent le pouvoir de Clovis, mais elles semèrent aussi la méfiance. Selon Grégoire, ses proches vivaient dans la peur consciente que la loyauté n'était jamais garantie. Si ces trahisons semblent déjà glaçantes, ce qui suit est encore plus dramatique. La prochaine partie explorera la mort mystérieuse de Clovis et les circonstances entourant sa fin. Mais ce n'est pas fini, l'histoire devient encore plus énigmatique. La mort mystérieuse, la fin de Clovis, si les intrigues familiales de Clovis Ier révélèrent sa cruauté, calculer sa mort vers 511, après J.C., reste entouré de mystères, marqués par des rumeurs de châtiments divins et de malédictions liées à ses pratiques barbares. Bien que devenu un roi chrétien, Clovis tolérait encore des sacrifices humains dans certaines régions, et ses actes enterrent les récits de sa fin. Cette partie explore les circonstances de sa mort, les légendes qui l'entourent, et l'impact immédiat sur son royaume. Dans une Gaule où le christianisme se heurtait aux anciennes traditions, la mort de Clovis devint un symbole de sa dualité entre sainteté proclamée et cruauté cachée. Si vous pensiez que ces trahisons étaient troublantes, attendez de découvrir comment Clovis mourut dans l'ombre de ses crimes. Vers 511, Clovis, âgé d'environ 45 ans, était au sommet de son pouvoir, régnant sur une Gaule unifiée. Selon Grégoire de Tours,
Dans Histoire des Francs, il mourut à Paris peut-être d'une maladie soudaine, mais les détails restent flous. Certains récits suggèrent une fièvre ou une infection, tandis que d'autres plus tardifs parlent de châtiments divins pour ces actes barbares comme les sacrifices humains. Les fouilles archéologiques n'ont pas retrouvé sa tombe, mais celles de ses contemporains montrent des traces de rituels païens, suggérant que ces pratiques persistaient. Les psychologues modernes pourraient analyser les rumeurs de châtiment comme une projection collective où les sujets de Clovis attribuaient sa mort à ses cruautés. Imaginez être un courtisan, voyant le roi s'affaiblir, murmurant que les dieux païens se vengent. Les récits de Grégoire mentionnent des événements étranges avant sa mort. Une anecdote raconte qu'un prêtre chrétien, horrifié par les sacrifices humains, maudit Clovis, prédisant une fin prématurée. Bien que probablement embellie, cette histoire reflète les tensions entre l'Église et les pratiques païennes tolérées par Clovis. Les médecins modernes estiment qu'une infection peut être liée aux conditions insalubres de l'époque aurait pu emporter le roi. Les sacrifices humains, bien que rares à ce stade, alimentaient les rumeurs de malédiction, car certains croyaient que les âmes des victimes hantaient Clovis. Imaginez être un prêtre priant pour l'âme du roi, troublé par les échos de tombes vivantes dans son royaume. La mort de Clovis plongea la Gaule dans l'incertitude, selon Norman Davies dans Europe. A History, son royaume fut divisé entre ses fils, provoquant des rivalités. Les récits de sacrifices humains, bien que moins fréquents, persistèrent dans les mémoires, façonnant l'image d'un roi à la fois sacré et maudit. Les psychologues pourraient y voir dans sa mort une fin tragique où un homme déchiré entre deux mondes paya le prix de ses ambitions. L'Église, malgré ses critiques, canonisa son héritage, le présentant comme le premier roi chrétien des Francs. Imaginez être un moine rédigeant la chronique de Clovis, hésitant entre louer sa foi et condamner sa cruauté. Sa mort marqua la fin de son règne, mais pas de son influence. Les récits de ces rituels barbares continuèrent à circuler, alimentant les légendes. Si cette fin semble déjà énigmatique, ce qui suit est encore plus fascinant. La prochaine partie explorera l'héritage de Clovis et son impact sur l'Europe médiévale. Mais ce n'est pas fini, l'histoire devient encore plus captivante. L'héritage du roi cruel, Clovis, dans l'histoire franque. Si la mort de Clovis Ier laissa la Gaule dans l'incertitude, son héritage façonna l'histoire des Francs, transformant un roi barbare en une figure fondatrice du christianisme européen. Les sacrifices humains, bien que rares à la fin de son règne, marquèrent les mémoires alimentant des récits, où Clovis était à la fois un saint et un tyran. Cette partie explore comment son règne mêlant cruauté et foi influença les institutions franques, l'Église et les générations futures. Dans une Europe médiévale en formation, Clovis devint un symbole de transition, mais aussi un rappel des horreurs du passé païen. Si vous pensiez que sa mort était mystérieuse, attendez de découvrir comment Clovis façonna l'histoire. Après sa mort, en 511, le royaume de Clovis fut divisé entre ses 4 fils, selon Grégoire de Tours dans Histoire des Francs. Cette division affaiblit les Francs, mais l'héritage de Clovis, un royaume unifié sous le christianisme, perdura. Les rituels de sacrifices humains, bien que largement abandonnés, restèrent dans les mémoires comme un vestige de son passé païen. Les fouilles archéologiques, comme celles de Tournai, montrent que ces pratiques disparurent progressivement sous ses successeurs, remplacés par des funérailles chrétiennes. Les psychologues modernes pourraient analyser cet héritage comme une transition psychologique collective où les Francs troquèrent la peur pour la foi.
Imaginez être un fils de Clovis, héritant d'un royaume marqué par des tombes vivantes. L'Église joua un rôle clé dans la préservation de son image, selon Norman Davies, dans Europe. A History, les évêques glorifièrent Clovis comme le premier roi chrétien minimisant ses cruautés, pour renforcer l'idée d'une Gaule chrétienne. Les récits de sacrifices humains furent relégués aux légendes, bien que des chroniqueurs, comme Grégoire, en fassent mention avec prudence. Une anecdote raconte qu'un moine, rédigeant l'histoire de Clovis, omit les détails des enterrements vivants sur ordre de l'Église, montrant comment sa mémoire fut façonnée. Les historiens notent que cet effort reflétait le besoin de légitimer la dynastie mérovingienne. Imaginez être ce moine assez hésitant à écrire la vérité, conscient des horreurs passées. L'influence de Clovis s'étendit à la culture. Selon Davies, les chansons et récits populaires décrivaient Clovis comme un guerrier divin, mais certains murmuraient des histoires de malédiction liées à ses sacrifices. Ces récits, bien que romancés, inspirèrent des lois interdisant les pratiques païennes dans le royaume franc. Les psychologues pourraient y voir une tentative de réconcilier un passé violent avec une identité chrétienne naissante. Les vestiges de son règne, comme la basilique de Saint-Denis, devinrent des symboles de sa foi, éclipsant ses cruautés. Imaginez être un pèlerin priant dans cette basilique, ignorant les tombes vivantes de l'époque de Clovis. L'héritage de Clovis marqua l'Europe, mais son image de roi cruel et sacré persista dans les récits. Si cet héritage semble déjà puissant, ce qui suit est encore plus envoûtant. La prochaine partie explorera comment Clovis inspira la littérature, l'art et la culture moderne. Mais ce n'est pas fini, l'histoire devient encore plus fascinante. L'icône de la cruauté, Clovis dans l'imaginaire moderne. Si l'héritage de Clovis Ier façonna les bases de l'Europe chrétienne, son image de roi cruel et visionnaire continua d'inspirer écrivains, artistes et historiens, transformant ces rituels barbares en une légende complexe. Les sacrifices humains, bien que relégués aux marges de l'histoire, hantent encore les récits, faisant de Clovis une figure à la fois admirée et redoutée. Cette dernière partie explore comment son histoire influença la littérature, l'art et la culture populaire, tout en servant de mise en garde contre les excès du pouvoir. Dans un monde moderne fasciné par les figures ambiguës, Clovis reste une énigme, un roi dont la cruauté et la foi continuent de résonner. Si vous pensiez que son héritage historique était captivant, attendez de découvrir comment Clovis hante encore notre époque. Cliquez sur « J'aime, abonnez-vous » et laissez un commentaire pour partager ce qui vous a le plus choqué dans cette saga. À la Renaissance, l'histoire de Clovis fut redécouverte par les chroniqueurs, selon Norman Davies, dans Europe. A History des œuvres comme La légende dorée de Jacobus de Voragine glorifiait sa conversion, mais passait sous silence les sacrifices humains. Ces récits, bien que biaisés, captivèrent les érudits qui voyaient en Clovis un symbole de la naissance de l'Europe chrétienne. Les récits de ces cruautés, comme les enterrements vivants, furent relégués aux marges, mais certains écrivains les mentionnaient comme des preuves de son passé barbare. Les psychologues modernes pourraient analyser cette dualité comme une projection des tensions entre civilisation et sauvagerie. Imaginez être un scribe rédigeant l'histoire de Clovis, hésitant à inclure les détails macabres de ses rituels. Au XIXe siècle, les romantiques s'emparèrent de sa légende. Des écrivains comme Chateaubriand firent référence à Clovis dans des œuvres sur la foi et la violence, tandis que des peintres comme Jean-Auguste Dominique Ingres dépeignirent des scènes de son baptême, omettant les aspects barbares.
Une œuvre notable, Clovis, à Reims, 19e siècle, montre un roi auréolé, mais certains récits populaires évoquaient les tombes vivantes, ajoutant une aura sinistre. Les historiens notent que ces représentations reflétaient une fascination pour les figures complexes, à la fois héroïques et cruelles. Les psychologues pourraient y voir une exploration de l'ambivalence humaine, où Clovis incarne la lutte entre morale et pouvoir. Imaginez être un spectateur, contemplant ce tableau, sentant l'ombre des sacrifices derrière la gloire. Au XXe siècle, Clovis devint une figure de la culture populaire. Des romans historiques et des films comme The Franks, 1970, dépeignirent Clovis comme un visionnaire impitoyable, tandis que des documentaires explorèrent les fouilles révélant des tombes avec des victimes sacrificielles. Les récits de sacrifices humains, bien que rares, fascinaient un public moderne, avide d'histoires sombres. Aujourd'hui, les visiteurs de Reims ou de Saint-Denis entendent encore des anecdotes sur Clovis, où sa cruauté et sa foi se mêlent. Les historiens comme Davies soulignent que son histoire est une mise en garde contre les abus du pouvoir. Imaginez marcher dans la basilique de Saint-Denis, sentant l'écho des actes barbares de Clovis. Clovis Ier reste une figure complexe, un roi dont la vision et la cruauté ont façonné l'Europe. Sa légende, marquée par les sacrifices humains, nous rappelle les coups de l'ambition. Si cette saga vous a secoué, cliquez sur « J'aime partager » et laissez un commentaire sur ce qui vous a le plus choqué. Abonnez-vous pour plonger dans d'autres récits historiques aussi troublants.